Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 118e numéro. Aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain, et l'actualité aujourd'hui sur laquelle on va revenir, c'est l'Euro aussi un peu, parce qu'il y a des Parisiens qui jouent pendant l'Euro avec leur sélection, mais aussi avec leur équipe sud-américaine pour la Copa América. On débriefera quelques performances de Parisiens, ensuite on parlera un peu de Mercato, parce que Gianluigi Donnarumma, le gardien de la sélection italienne, devrait signer officiellement lundi pour le Paris Saint-Germain. Et puis on fera le point aussi sur les infos sur le dossier Achraf Hakimi. Et on terminera avec évidemment, comme on a fait lors des deux précédents podcasts, avec les défenseurs puis les milieux de terrain sur le bilan des lignes milieu, défenseurs milieu au Paris Saint-Germain. On terminera avec les attaquants. On fera le point avec les chroniqueurs. Et justement, les chroniqueurs qui vont m'accompagner aujourd'hui pour parler de tout ça. Mousse tout d'abord qui est avec nous. Comment vas-tu, Mousse ? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ça va. Il est un peu tôt, mais on n'a pas l'habitude de cet horaire, mais bon. Ce que les gens ne savent pas, là, c'est qu'il est 9h21 au début de l'enregistrement. Ouais. Parce que, voilà, évidemment, en plus, on a vu qu'il y a des commentaires hier. Quand est-ce que vous sortez le nouveau podcast, etc. Donc voilà, ça sera pour. Normalement, vous devriez l'avoir vers les environs de midi. Voilà, vous pourrez déguster ce nouveau podcast. Yacine Amned également qui est avec nous. Ça va, Yass ? Tout ça va, merci. Bon, nous, on a débriefé, Yacine, tous les deux, le match Hongrie-Portugal pour le Club des 5, l'autre média pour lequel on travaille. C'était sympa quand même. Bon, ça a été compliqué, le Portugal, mais au final, c'est passé quand même. Ils sont en train de reprendre le chemin de l'Euro 2016. Bien solide, bien pourri, mais ils gagnent. Et enfin, pour terminer, là-bas, Nicolas Puravo qui est avec nous. Ça va, Nico ? Salut Hugo, salut tout le monde. Ça va, très très bien, merci. Est-ce que tu as le temps de regarder un peu les matchs de l'Euro ? Je sais que tu as, voilà, évidemment, un peu de travail, mais est-ce que tu as le temps de regarder quelques matchs de l'Euro ? J'en ai pas vu beaucoup et d'ailleurs, je me cache derrière ça pour expliquer ma prestation calamiteuse à mon petit prono. Je suis dernier de ma ligue avec mes potes, donc voilà. Ceux qui connaissent mieux le football, c'est les moins bons en prono, visiblement. Alors, Nico, apparemment, tu n'es pas tout seul, hein, parce que j'ai vu sur Twitter, c'est un déferlement. Tous on va dire, les gens qui suivent le foot toute l'année sont catastrophiques sur mon petit prono. Personne n'arrive à sortir un bon score, donc t'es pas le seul, je pense, Nico. Non, mais bon, je suis à 2 sur 16, là. Je crois que je suis pas mal, là. Ah oui, quand même. Je suis pas mal, là. Ah non, 2 sur 16. Bon 2 sur 15, je sais plus. Enfin, j'en ai que 2. Ah, t'as 2 bons pronos. Bah, le problème, c'est que maintenant, je joue que les grosses cotes tellement je suis déprimé parce que je suis en retard. Donc là, j'ai même mis la Macédoine qui va battre les Pays-Bas. Je suis pas bien, là. Tu tentes des coups, quoi, on va dire. Ouais. Bon, écoute, voilà, en tout cas, t'es pas le seul parce qu'évidemment, il y a pas mal de monde pour l'instant qui a du mal à donner les bons pronos parce que voilà, il y a des surprises aussi. Pour l'instant, l'Euro est sympathique à voir depuis le début. On va commencer donc avec le débrief des performances des Parisiens avec leur sélection, hein, puisque évidemment certains joueurs disputent l'Euro, mais aussi la Copa América. A commencé quand même avec, on va revenir sur les deux principaux, on va dire Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé qui se sont imposés avec l'équipe de France 1-0 contre l'Allemagne mardi. Mousse, tu as vu le match. Que dire sur ce match ? C'est vrai que la France, voilà, on va dire, il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match. On a marqué, on va dire, en première période, il y a eu quelques situations, mais en deuxième, ça a été un peu plus compliqué. On a un peu plus défendu. On a bien joué en bloc équipe. Et Kimpembe a fait un gros match pour ça. Mbappé aurait pu marquer. Malheureusement, son but a été signalé hors jeu, mais il était quand même beau. Oui, bah même l'action sur le but de Benzema, quand Benzema il le lance avec une passe derrière la jambe, franchement c'était des belles actions. Après sur le match en lui-même, ouais c'est un bon match. Après ça dépend sur quel point de vue on se place. Si on aime ce genre de match, et là j'ai une pensée pour Yacine, c'est que c'est pas trop son délire lui. Mais après, ouais, c'est une équipe solide, c'est du Deschamps, quoi. Là, sur la globalité du match, ouais, on a vu du Deschamps, une équipe sérieuse, bien en place, un bon bloc bien compact pour bien maîtriser les Allemands. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, tout du moins ce qu'ils ont bien fait en première mi-temps, un peu moins en deuxième, puisque les Allemands se sont réveillés, ils ont accéléré un peu plus. Et donc, du coup, on a un peu plus subi. Et côté parisien, bah, c'est vrai que pour Mbappé, c'était pas évident quand tu joues comme ça. C'est vrai que c'est pas très évident. Alors il y a eu quelques contres, malheureusement il y a eu quand même 2 hors-jeu. Sinon il y a eu quelques situations, mais il y a pas eu grand chose. Il y a eu le poteau de Rabiot sur la frappe là quand il feinte de centrer puis finalement il frappe. Mais sinon ouais non c'est un bon match. Après en face c'était l'Allemagne, hein, c'est pas n'importe qui non plus. Donc voilà. Sinon Kimpembe, moi ouais je l'ai trouvé très sérieux.
très impliqué, très sérieux, un peu en mode Ligue des Champions, quelques matchs qu'il avait fait avec le PSG. Quand il est comme ça, on sent que c'est compliqué de pouvoir le passer. Donc Kimpembe bien, Mbappé encore une fois bien dans les attentions. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'actions à part les deux que je viens de citer. Écoute, voilà, il a fait du Deschamps. Maintenant, le prochain match c'est la Hongrie. J'espère qu'il y aura un peu plus de jeu face à un adversaire un peu plus faible. J'espère on verra une autre palette de cette équipe de France. Parce que c'est vrai que j'étais un peu pas surpris parce que Griezmann on le connaît, mais voir Griezmann dans ce rôle-là, même si on le voyait beaucoup à l'Atlético, quand t'as une équipe avec autant de talent, passer quasiment 90 minutes à défendre, c'est un peu chiant pour quand t'es téléspectateur, mais bon, le résultat est au bout. Encore une fois, c'était l'Allemagne qui était en face. Bon, voilà, on attend le match de la Hongrie pour voir un peu mieux en termes de jeu. Nico, toi, tu l'as vu quand même, le France-Allemagne. Ouais, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match? Tu penses un peu comme Mousse qu'on a plus vu une équipe de France solide, un peu comme la Coupe du Monde 2018, où c'était très compact, ça défendait ensemble, c'était rigoureux. Bon, on a quand même vu un excellent Paul Pogba au milieu de terrain, etc. Mais pour revenir aussi sur la performance de Mbappé et Kimpembe, on l'a vu très solide. J'ai vu beaucoup de monde souligner sa belle performance défensive parce qu'il y avait du boulot avec Müller, Gnabry et Kai Havertz. Et puis Mbappé aussi, je sais pas moi si tu l'as cité, mais il y a aussi le penalty non sifflé qui aurait pu, Oui, c'est vrai. Où il le tape dans la jambe. Enfin, moi je pense qu'il y a penalty, mais après je sais pas vous, Nico. Sur la perte des Parisiens, ouais, Kimpembe il a fait un match vraiment très très intéressant à côté d'un très bon Varane, ce qui quelque part aussi a permis de bien solidifier l'axe. Ils ont été très très bons tous les deux et Kimpembe a rassuré effectivement sur cette faculté à être capable sur des gros matchs à élever son niveau. Dans les duels, c'est toujours très solide, mais aussi dans la concentration, dans le placement, j'ai trouvé intéressant. Peut-être au niveau de la relance où c'était un peu plus fébrile parfois, mais globalement, ouais, il fait un très très bon match. Mbappé, moi je trouve que le match il est malgré tout assez complet parce qu'avec un tout petit peu plus de réussite, il y a passe décisive pour Benzema, il y a but sur l'action quand il trompe Neuer, il y a un penalty obtenu, il est aussi quelque part dans le coup du premier but parce que c'est lui qui met la pression à Hummels. Donc non, je trouve qu'il a fait une entrée d'Euro assez intéressante. Après, sur le niveau global de l'équipe de France, fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. C'est du Deschamps. Deschamps est le coach qui a actuellement le plus gros potentiel offensif du monde à sa disposition, mais c'est aussi le coach qui est le plus pragmatique de l'histoire, je pense, et qui raisonne pas en termes de spectacle, mais en termes de résultats. Alors, il y a certains qui vont critiquer, mais c'est compliqué de critiquer un mec qui a fait finale d'Euro, vainqueur du championnat du monde et qui est favori de la Coupe du Monde, pardon, et puis vainqueur, je m'avance un peu, favori, on va dire, de ce nouvel Euro. Donc, en termes de résultats, voilà, ils sont là et ils donnent raison à Deschamps. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que son équipe est très solide, elle a envoyé, je pense, un signal fort contre l'Allemagne parce que même si c'est pas la grande Allemagne qu'on a connue, ça reste une équipe à prendre au sérieux, en plus chez eux. Et cette équipe de France, elle produira pas un football spectaculaire pendant tout l'Euro. Et puis, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et tant que Deschamps gagnera, ce sera difficile de critiquer. En tout cas, Yacine est bien placé pour le savoir. Sur Twitter, il vaut mieux éviter le débat parce que tu t'en prends plein la gueule pour pas un rond quand tu dis que les Bleus jouent mal. Quand on dit qu'ils jouent mal, c'est pas ils jouent mal dans le sens où c'est pas organisé, c'est pas structuré. Au contraire, de ce côté-là, c'est très impressionnant. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait tous voir du football un petit peu plus spectaculaire. Maintenant, aujourd'hui, quelle équipe fait du football spectaculaire et remporte des trophées? Voilà, la finale de l'Euro 2016, c'était deux équipes ultra pragmatiques. En 2018, c'est une équipe pragmatique qui est championne du monde. En 2021, ce sera une équipe pragmatique qui ira sûrement aussi au bout. Donc, après, Nico, je sais pas si tu as vu l'Italie hier, mais c'était leur deuxième match. Alors, voilà, ils ont sur le papier, c'est peut-être moins, on va dire, parce que il y a beaucoup de joueurs de petits clubs. C'est peut-être moins spectaculaire sur le papier. Par contre, sur le terrain, ce que propose l'Italie, c'est quand même autre chose. Après, ils n'ont pas eu les mêmes adversaires. Voilà, c'est ça, Mousse. Bon, moi, j'attends de voir les Italiens contre une grosse équipe, voir s'ils se jettent autant dans le pressing. J'attends de voir les Italiens contre la France s'ils défendent à 40 mètres de leur but pour laisser des espaces dans leur dos. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que dans les intentions de Mancini, tu sens que c'est pas du tout la même chose que Deschamps. Après, c'est vrai qu'ils ont eu des adversaires assez faciles jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je disais que ça se trouve samedi, la France pourra développer un autre jeu face à la Hongrie qui est un adversaire un peu plus faible. C'est ce qu'on souhaite tous.
Mais c'est vrai que dans les intentions de l'Italie, voilà, on peut. Et puis il y a aussi les Pays-Bas qui a proposé quelque chose. Voilà, mais moi je suis pas désespéré parce qu'encore une fois, c'était l'Allemagne, c'était la première rencontre. Moi, je pense que la France, elle peut aussi développer du beau jeu. Et je pense que samedi, ça va être le cas. Je peux t'affirmer que l'Italie contre la France, comme les Pays-Bas, ça va être bloc bas, tout le monde derrière, 0-0, on attend les pénaux. Hein. Je décrire le C'est fort scénario. possible. Justement, Yacine, toi, quel est ton regard sur le match? Est-ce que tu t'attendais à ce que l'équipe de France défende autant contre l'Allemagne, alors que tu as quand même maintenant un Benzema dans l'animation offensive, en plus de tous les talents déjà qu'il y a en équipe de France? Donc, je suis en train de sortir la tête de l'eau, tu veux me refoutre la tête dans le seau. Donc, enfin, en fait, regarde, c'est simple. Déjà, le problème, c'est que les gens lisent ce qu'ils veulent, mais bon. La première demi-heure, franchement, elle est très bonne. Les Français jouent haut, ils récupèrent beaucoup de ballons, et comme par hasard, c'est la très grosse période de Pogba. Voilà. Il est énorme sur la première période, il joue juste, il récupère des ballons, il trouve les intervalles où il faut, il trouve les bonnes passes, c'est-à-dire que les passes courtes, mais aussi les passes longues, comme le renversement sur Hernandez. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on va faire 2 temps, la première période, la deuxième période. La deuxième période, effectivement, les Français laissent le ballon à l'Allemagne. Alors, tout le monde va te dire, les Français laissent le ballon à l'Allemagne pour les contrer. Je dis, il n'y a pas de problème, mais ça m'étonnerait qu'ils aient envie de leur laisser dans des proportions aussi grandes. Et comme par hasard, Pogba ne trouve plus les mêmes passes. D'ailleurs, sur la passe sur Mbappé, Mbappé est hors jeu parce que si Pogba la joue sur la première intention, comme en début de match, il n'est pas hors jeu. Mais il rate son contrôle, sa prise de balle, il se retourne et en fait Mbappé il ralentit pas sa course, du coup il est hors jeu. Donc ça prouve bien qu'il y avait quelque chose qui allait moins bien. Après, il y a cette histoire de ce que j'ai dit sur ce que j'attends de l'équipe de France. Je vais résumer, et pas caricaturer, résumer. Si tu prends par exemple Benzema pour faire du Giroud, ben, je vois pas l'intérêt. C'est comme si tu demandais à Zidane de jouer latéral droit. À un moment donné, c'est ça que je dis moi. C'est pas la question. Après, j'ai bien compris que c'est l'Euro. J'ai bien compris que ce qui compte, c'est que la France gagne. Donc en fait, il n'y a pas de débat. Alors on peut pas parler de jeu. La France gagne. Comme on m'a dit sur Twitter, tu fermes ta gueule. Voilà, il y a eu 1-0, tu fermes ta gueule. Ok, donc je ferme ma gueule. Donc ça m'intéresse pas en fait. Voilà, c'est un débat qui m'intéresse plus puisque c'est l'Euro et qu'il faut que la France gagne. Pour terminer sur les Parisiens, Kimpembe a été très bon. On a fait un papier pour Paris United et ce que j'ai dit, et je vais répéter ce qu'ont dit les autres, concentré, solide. Voilà, après, dans la relance, je pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que oui, Kimpembe, il peut apporter parce qu'il est quand même capable d'éliminer. Maintenant, la France, en seconde période, par exemple, elle repartait trop bas pour pouvoir éliminer. Et le pressing allemand était bon. Le Mbappé, bah, c'est pareil, c'est-à-dire que la première demi-heure, elle est plutôt bonne. Il y a des bons échanges. On voit qu'il cherche à combiner avec Benzema, etc. La seconde période, elle est plus dans ce qu'il est, mais ce qu'il avait par exemple montré à Barcelone. Prise d'espace. Voilà, si tu le trouves dans le bon tempo, c'est clair que si la France mène, ça peut vite finir à 4-0. Dans tous les matchs, je parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on est dans les matchs de poule, mais dans les matchs à élimination, si la France a la chance de mener, effectivement, ça peut vite tourner à la boucherie parce que les équipes qui vont sortir pour aller égaliser, voilà, si tu joues bien les coups rapidement dans les transitions, ça va être une catastrophe. Et puis la dernière chose, c'est Rabiot. Pour parler des anciens, Rabiot, moi j'ai lu partout, il a fait exceptionnel, etc. Ah ouais, il a été exceptionnel par rapport au dernier match qu'il a fait. Mais arrêtez de nous dire qu'il a été exceptionnel, il a été bon. Voilà, il a été bon. En dessous de Kanté et Pogba, mais il a été bon. Il a aussi souffert en seconde période. Voilà, il a son occasion. Est-ce qu'il peut trouver Griezmann? Moi, je pense qu'il peut trouver Griezmann en fait sur la première touche. Mais une fois qu'il a fait son contrôle, il ne peut plus trouver Griezmann. Il est obligé de frapper parce qu'en fait, il est gêné. Griezmann est trop près, ça aurait été compliqué. Voilà, après, c'est un match d'ouverture. Il fallait le gagner parce qu'en même temps, avec cette formule de poule, tu gagnes ton premier match, tu es déjà qualifié. Il n'y a plus de calcul parce qu'à 3 points, tu vas passer normalement. Donc voilà, c'est bien. Après, il faudra voir contre la Hongrie. Moi, je suis un peu plus mitigé que Mousse parce que depuis 1 an et demi, on a vu que la France avait beaucoup de mal contre les blocs bas. Si tu ne trouves pas l'ouverture rapidement, la preuve, regarde, nous on a fait Hongrie-Portugal, les Portugais ont souffert. Et dès qu'ils ont trouvé l'ouverture, ça a explosé de tous les côtés. Donc si les Français marquent au bout de 20 minutes, oui, ça peut tourner à la boucherie. Si tu ne marques pas en première période,
voilà, ça peut être un match qui va être un peu ennuyeux, où tu vas tourner autour du bloc. Voilà, après, ce sera Deschamps. Est-ce qu'il va reconduire la même équipe? Est-ce qu'il faut avoir 3 milieux comme ça contre la Hongrie? Voilà, ça, ce sera des choix de jeu, quoi. Peut-être qu'il passera plus sur un 4-2-3-1 avec un ailier en plus pour apporter un peu plus de qualité offensive. Alors, si tu mets un commun, par exemple, Benzema avec Griezmann derrière Benzema et Mbappé à gauche, oui, effectivement, sur un bloc bas, vu qu'en plus les Hongrois, il y a un joueur qui peut tenir le ballon, c'est Salah. Bon, t'as peut-être pas besoin d'avoir 3 milieux défensifs et 4 défenseurs. On les a vu, on l'a vu la performance des Hongrois, hein, Yacine, Ouais. quand même très très faible. Donc si tu gagnes pas largement contre eux, voilà, c'est pas obligation de pas perdre, c'est obligation de gagner contre la Hongrie. Ah ouais. En même temps, tu serais. Ouais. Et puis suivant le résultat d'Allemagne-Portugal, tu peux même être premier. Déjà au bout de 2 journées. En tout cas, on verra si Didier Deschamps enlève un milieu de terrain pour ajouter un attaquant supplémentaire. On verra ça, c'est samedi à 15h pour le deuxième match de l'équipe de France, donc face à la Hongrie. Dans les autres Parisiens qui ont joué avec leur sélection, on va pas revenir dessus parce que je ne sais pas si vous avez vu le match, personnellement moi je ne l'ai pas vu. C'était Neymar et Marquinhos qui ont joué avec le Brésil pour le début de la Copa América. Et pour l'instant ça se passe bien pour les Brésiliens, premier de leur groupe avec une victoire 3-0 contre le Venezuela. Et Marquinhos et Neymar, les deux ont marqué. Donc voilà, les Brésiliens du Paris Saint-Germain ont bien démarré. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le match, non? Yes. Ouais, j'ai vu le match, mais franchement, Marquinhos, il est resté sur ses performances parisiennes. Il a franchement été très très bon. Neymar a été bon. Voilà, après le Brésil, depuis 2-3 matchs, ça tourne plutôt bien. Voilà, ça aurait pu gagner un peu plus. Après, je pense que voilà, eux aussi, c'était un premier match pour rentrer dans la compétition. Ils ont été bons, ils ont été efficaces. Voilà, Neymar a été bon. Mais celui qui a vraiment été, encore une fois, excellent, c'est Marquinhos. Et tu sens que cette année, ça va être pour le Brésil, hein, parce que je vois pas je vois pas d'autres nations peut-être aussi complètes. Quand tu vois les résultats de l'Argentine et le contenu qu'ils mettent dans leur match, ouais, bon, je pense que le Brésil, il va tout droit. Je sais pas s'il y a d'autres équipes qui vous paraissent. Le problème de l'Argentine, c'est que tu as l'impression vraiment, c'est la caricature de donner à Messi et s'il te plaît, trouve la solution parce qu'on sait pas quoi faire. Et ça fait des années que ça dure. Ouais, hein. Je vais dire, j'ai l'impression qu'on entend ça depuis des années, quoi. Et que ça a évolué avec la formation. C'est Scaloni, hein, toujours, argentin. Et franchement, ils ont fait 1-1, l'Argentine contre le Chili. C'est Lionel Messi qui a marqué. Paredes était titulaire et Di Maria était sur le banc. Ils ont joué cette nuit. Hein. Ils ont joué cette nuit. J'ai pas vu le score. Il y avait combien? Je crois que c'est contre le Paraguay, mais j'ai un doute. Alors, je vais vérifier. Je crois que c'est contre le Paraguay, ouais. Comme ça, au moins. Je préfère vérifier directement. C'est du fast-check. Ils avaient fait 1-1 face au Chili. Alors, non, mais ils n'ont pas joué. Ouais. Alors c'est cette nuit. Ouais, ce soir. Non, ce soir, c'est Colombie. Oui, l'Argentine, il joue contre l'Uruguay. Ça sera le. Ah, c'est l'Uruguay, pardon. Je dis Paraguay. Ça sera samedi contre l'Uruguay. Ah, d'accord, ok. Bah écoute. Ce soir, c'est Colombie-Venezuela qui reprend. D'accord, ok. Ah, je pensais que c'était direct. Et sinon, pour terminer sur les Parisiens, il y a Pablo Sarabia qui a joué avec l'Espagne, hein, le Parisien qui est rentré 25 minutes pour le match d'ouverture de la Roja à l'Euro, 0-0 contre la Suède. Alors eux, c'est les Espagnols, s'il y en a bien une équipe, on va dire un peu attendue, qui a fait défaut, qui a pas été au rendez-vous, c'est bien l'Espagne. Ouais, parce que ça manque de présence offensive. Ils ont eu... Attends, les Suédois, les Suédois, ils ont réussi 86 passes dans le match. C'est-à-dire moins d'une passe par minute. Mais ça, moi, je sais pas comment on peut jouer au foot comme ça, mais bref. C'était chiant à regarder l'Espagne. Ouais, franchement, c'était. Regardez, Nico, le match? T'as vu un peu le match de l'Espagne? Ouais, j'ai vu celui-là. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du match de l'Espagne? C'était compliqué. Alors, pour leur défense, il faisait super chaud visiblement à Séville et les conditions étaient vraiment difficiles. Après, ils ont l'habitude, les Espagnols, c'est rien pour eux. Alors, non, je parle des Suédois. Non, je parle des Suédois. Là. Ah, d'accord. Voilà, les Suédois, ils n'avaient pas eu ce temps-là depuis. Un Suédois qui joue au foot sous 35 ou 36 degrés, c'était en 1962 la dernière fois, je crois, tu vois. Donc, non, bien dans un hammam. C'est ça. Après, non, c'était chiant, mais quelque part, enfin, les Espagnols, ils sont chiants comme ça. Ça a toujours été comme ça, les Espagnols. Hein. Même la grande Espagne de 2008 à 2012, quelque part, moi je trouvais ça chiant comme football. Ouais, mais au moins il y avait des attaquants qui pouvaient un peu. Oui, c'est ça. J'allais dire. Mais oui. Mais c'est toujours un rythme un peu chiant.
ils t'endorment, ils te piquent quand ils ont envie. Enfin, moi, c'est pas un football qui m'énerve. Alors, en plus, maintenant, effectivement, ils font comme avant, sauf qu'en plus, ils ont même pas ce joueur capable de te piquer. Donc, effectivement, ouais, c'était, je crois que c'est le pire match que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup, mais alors celui-là, il est de loin le plus chiant que j'ai vu de tous. Je pense que Nico, beaucoup de monde partage ton avis parce que ça a été quand même très très relou et c'est vrai que beaucoup critiquaient la performance d'Alvaro Morata, le numéro 9 de l'Espagne, qui en a loupé quelques-unes et qui pense qu'avec le numéro 9 comme ça, c'est compliqué d'aller loin dans la compétition. C'est sûr que là, tu n'as plus un David Villa ou un Fernando Torres, on va dire comme avant, pour te mettre les buts. C'est leur Olivier Giroud. C'est ça. Et attends, vas-y Nico et après Yass. A contrario, j'ai aussi regardé le Turquie-Pays de Galles hier soir. Alors là, pour le coup, c'était juste énorme. Et toute petite parenthèse, Bourak, qui nous a mis la misère en Ligue 1 pendant 2 mois, là, il marchait sur l'eau. Le gars, c'est un fantôme maintenant. S'il avait été comme ça depuis le mois d'avril, le PSG aurait été champion avec 10 points d'avance. Hein. Bourak s'est transformé en bourrique. Voilà. La petite vanne du jour. Oui. Ouais. C'est tout pour moi. Hein. Allez, bonne journée. Allez, vas-y. Retire les écouteurs. Pardon. Alors, c'était la blague. Yacine. J'allais dire, alors déjà d'une, faites gaffe parce que normalement, une équipe qui a un avant-centre à 0 but, elle peut gagner le tournoi. Mais je voulais juste dire un mot sur. Parce que je trouve, c'est sur l'histoire du Danemark avec Eriksen, je voulais absolument dire un mot parce que je trouve que cette histoire, elle fait pas beaucoup de bruit, alors qu'elle est scandaleuse. On voit les infos qui tombent comme ça et on a l'impression, tu sais, c'est la fatalité, la résignation. Bon, bah en fait, ouais, effectivement, l'UEFA, ils ont un peu forcé tout le monde à reprendre. Et moi, franchement, ça me touche parce qu'en fait, il y a plein de choses là-dedans qui montrent que les joueurs, on peut toujours, encore une fois, dire « Ah, ils gagnent bien leur vie, ils font du foot et tout », mais à un moment donné, il y a de l'humain quand même. Et ce qui s'est passé, c'est grave. Et là aussi, j'en ai pris plein la gueule sur Twitter. Le jour du match, où quand ils ont décidé de reprendre, j'avais dit 1, c'est un scandale qu'ils reprennent. 2, si les joueurs ont décidé de reprendre, c'est une erreur, il fallait que quelqu'un leur dise. Parce que tu sais, souvent, on se donne du courage quand on fait ça. Tu sais, le mec est vivant, donc on se dit, ouais, les gars, allez, on y va, c'est pour oublier et tout. Mais en fait, c'est une grave erreur. Émotionnellement, tu n'y es pas. La preuve qu'AR a demandé à sortir à la 60e. Et en fait, finalement, au fur et à mesure, on m'a dit, ouais, toi, t'es là, t'es le moralisateur, encore l'UEFA. Finalement, 3 jours après, une fois que tout est sorti, on se rend compte que oui, l'UEFA a dit, vous reprenez aujourd'hui ou demain, sinon c'est 3-0 défaite. Voilà. Mais Yacine, comment tu as pu être surpris alors que c'était pas la même situation, mais en 2016, l'attentat contre le bus de Dortmund, c'était exactement pareil. Non, justement. Je sais pas pourquoi t'es surpris en fait. Non, justement, moi je suis Ils les ont fait reprendre le lendemain, il me semble. Ouais, c'était le lendemain qu'ils avaient joué directement. Il y a même encore pire que ça. Hein. Je vous rappelle que 1 heure après le drame du Heysel, ils ont joué une finale de Coupe d'Europe sous pression de l'UEFA aussi. Vous savez, c'est. Ah oui, les Juves, oui. Ça, c'est malheureusement. L'UEFA, tu sais, je suis d'accord avec toi, Yacine. Après, eux, ils ont raisonné de manière tellement plus. Alors, je sais même pas si c'est économique, parce que je suis même pas sûr que ce soit ça, mais eux, à mon avis, ils se sont juste dit si on joue pas le match maintenant, mais dans 4, 5, 6 jours, comment on va gérer le calendrier? Voilà, je peux te dire, c'est la seule chose qui a été prise en compte par l'UEFA, c'est ça. Après, je pense qu'à l'UEFA, ils avaient bien conscience que faire jouer ce match-là était pas forcément la meilleure des choses à faire. Côté humain, c'était catastrophique, mais voilà, eux, ils ont vu leur calendrier, ils se sont dit si on joue pas ce match-là, ça va tout décaler, ça va être un merdier sans nom. Et on risque de. Est-ce que dans cette histoire-là, on peut pas se dire à un moment donné, est-ce que les deux équipes, si tu parles avec, il y avait 0-0, tu avais fait une mi-temps, voilà, est-ce qu'un point ça vous va et on passe à autre chose parce que aujourd'hui, voilà, moi j'ai. Ah, mais tu peux pas ça, Yacine, c'est une compétition, c'est impossible de dire voilà, on s'arrête à 0-0, tu vois. Ben justement, en fait, c'est ça le truc, c'est que tout le temps on va dire tu peux pas, la Ligue des Champions, tu peux pas parce que le calendrier est fait, on peut pas rejouer le match 2 jours après et là tu peux pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit quand même être plus intelligent. Voilà, la Finlande, tu leur aurais dit un point, les Danois aussi. Voilà, moi je pense que de toute façon, la preuve c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ils regrettent tous. Donc, voilà, enfin bref. Bon. Après, moi, je pense que c'est en fonction de l'état d'Eriksen et je pense qu'ils ont été un peu rassurés. Ils se sont dit, bon, il est hors de danger, on reprend. Après, je dis pas qu'ils avaient raison, hein. Mais si la situation d'Eriksen avait perduré, il était tombé dans le coma, il aurait été hospitalisé, machin, je pense que le match n'aurait pas repris. Il s'est réveillé, il a ouvert les yeux, ils ont dit bon, il va un peu mieux. Oh voilà, moi
Ouais, Non, je mais sais pas. franchement, je trouve que ça fait Je pas beaucoup comprends, de je bruit. comprends. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je trouve aussi, comme Yacine, que ça fait tâche. Et heureusement, justement, qu'il y a une issue heureuse à tout ça et que Christian Ah oui. Eriksen va mieux. Parce que sinon, j'aurais bien voulu voir les réactions si, voilà, si ça avait été plus grave. Et c'est pour ça aussi, je pense que Yacine s'est un peu été mis sous le tapis. Parce que comme Eriksen, et heureusement, va mieux, on se Ah dit, ouais. bon, bah voilà, au final, mais bon, la Ouais. Finlande, enfin, le Danemark, pour le coup, a quand même perdu son premier match. A perdu parce que je pense que la deuxième période n'était pas du tout dedans. Et a perdu 1-0 contre la Finlande, alors que à armes égales, si le match il n'y avait pas eu cet incident, peut-être qu'ils auraient gagné le match. Par contre, ce qui a été formidable et très très beau, c'est la réaction du monde du foot, mais c'était planétaire, quoi. Et c'est ça c'est particulier à ce sport, en fait. C'est-à-dire que n'importe quel joueur professionnel, même si tu l'as jamais croisé sur un terrain, même si tu es son rival direct, etc., il a eu que des mots de soutien. Moi, je trouve, à chaque fois, ça, par contre, à chaque fois, ça me surprend. Je devrais pas, mais je trouve ça magnifique. Moi, tous les joueurs de foot, tous les pros, et même les anonymes, tout ça, tu vois, j'ai vu beaucoup de supporters parisiens mettre un petit mot, alors que voilà, il a aucun rapport avec le PSG, mais c'est juste, voilà, on est tous amoureux du football, et quand on voit un acteur du sport qu'on kiffe tomber comme ça, se faire mal, etc. Et ben ça nous touche, et on a tous prié, je crois, pour qu'ils s'en sortent, et on était tous très très soulagés d'avoir des bonnes nouvelles. Et c'est vrai que c'est voilà, ça c'est le football, ça procure ça aussi. C'est pas que l'argent, c'est pas que voilà. Il y a toujours une belle forme de solidarité, en tout cas, quand il se passe des événements comme ça, et tant mieux pour le football. Nico, pour terminer dessus, vas-y. Ouais, j'aimerais aussi saluer quand même la pudeur et la retenue du réalisateur français qui vraiment nous a montré des images loin de toute polémique. Voilà, ça c'était bien aussi de pas trop filmer le massage cardiaque ou la femme du joueur qui pleurait. Heureusement, là, il y en a qui auraient pu le faire, lui il l'a pas fait, ça c'était vraiment. Justement, là-dessus, vite fait, tu te rends compte quand même que Kjaer, il est obligé de penser à se dire, les joueurs, mettez-vous autour pour pas que ça filme. Non, mais on est quand même dans un monde extraordinaire. Bah, Euh, ça me fait Le penser la réaction des Danois, franchement, top, il n'y a rien à dire de bout en bout. Mais quand même, pour qu'il y ait un mec qui soit en train de mourir, malheureusement, et que tu doives penser à mettre des joueurs autour parce que tu sais que les gens vont filmer, etc. Enfin, franchement, on est dans un monde quand même, c'est ouf. Tu devrais même pas penser à ça, en fait. Tu Ben devrais oui, penser à le sortir de là et à ce qu'ils vont lui faire le massage cardiaque. Et au final, t'en es à faire bloc, en tout cas. Mais c'était une très belle image donnée par les Danois et aussi les Finlandais, parce qu'il y a même eu des chants à la fin où il y avait une partie des supporters qui commençaient à dire Christian et les Finlandais disaient Eriksen. Donc voilà, belle image de football. Et en tout cas, heureusement que ça s'est bien fini pour Christian Eriksen et qu'il va beaucoup mieux. Le milieu de l'Inter Milan et le milieu danois. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la performance des Parisiens avec leur sélection. On reviendra évidemment lors d'un prochain podcast sur les évolutions des différents joueurs avec leur sélection. Passons au mercato maintenant. On en avait parlé lors du précédent podcast. On avait parlé de Jorginho Wijnaldum qui a officiellement signé, vous savez, au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, qui a fait un excellent match avec sa sélection des Pays-Bas et c'est de bon augure pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir dans un prochain podcast. Mais le joueur, il y a aussi un possible futur parisien qui a gagné hier avec sa sélection et de belle manière. C'est Gianluigi Donnarumma. Victoire 3-0 hier de l'Italie contre la Suisse. Mousse, d'après les infos de toujours très bien renseigné journaliste italien Fabrizio Romano, le gardien, je cite son tweet, le gardien subira son examen médical en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain à Florence lundi matin avec le personnel du PSG dans le camp de l'équipe nationale avec un contrat jusqu'en 2026 de prévu. Est-ce que toi, c'est les retours aussi que tu as un peu du côté du club Du club, non, parce que autour en tout cas. Pardon. En général, il s'exprime qu'après. Autour. Tu vois, j'ai failli m'étouffer quand tu as dit du club. Mais oui, moi, les infos que j'avais, c'était en fin de semaine dernière. C'est que voilà, ça a évolué bien et que normalement, sauf retournement de situation, il devrait bien être parisien. Là où les informations, elles divergent, et ça, on en avait parlé, c'est le rôle qu'aura Donnarumma, pardon. Est-ce qu'il vient pour jouer la concurrence? Est-ce qu'on lui a dit qu'il serait numéro 2? Est-ce qu'il sera prêté? Le prêt, j'y crois pas du tout. Et surtout que lui, c'est un jeune joueur. Il a besoin quand même d'évoluer à haut niveau pour sa progression. Je sais pas quel grand club qui joue la Ligue des Champions a besoin d'un gardien. Donc moi, je pense qu'il sera mis en concurrence avec Keylor Navas. Après, la question, voilà, c'est est-ce que ça va bien se passer? Parce que depuis le début de l'RQSI, à chaque fois qu'on a mis deux gardiens d'à peu près le même niveau, même si pour moi Navas est encore au-dessus de Donnarumma, parce que Donnarumma n'a par exemple pas jamais joué en Ligue des Champions.
Donc on ne connaît pas sa valeur sur les très très grands matchs, à part les rencontres qu'il a jouées avec le Milan AC face à la Juve, face à l'Inter, etc. Mais voilà, la grande question c'est ça. Est-ce que Keylor Navas va accepter la concurrence? Est-ce qu'elle sera saine? Est-ce qu'il y aura un gardien qui va jouer le championnat, l'autre la Ligue des Champions? Voilà, c'est toutes ces questions en fait qu'on se pose. Et c'est vrai que ça doit être particulier quand même pour Keylor Navas qui sort de 2 saisons extraordinaires et qui a marqué beaucoup de points lors des campagnes de Ligue des Champions. Je me mets à sa place, ça ne va pas être évident. Maintenant, on en saura plus lorsque Leonardo s'exprimera sur Donnarumma et sur le rôle qu'il aura au Paris Saint-Germain. Mais je t'avoue que, franchement, pour l'équipe du vestiaire, moi, ça me fait un peu peur quand même. Parce qu'en plus, Yacine, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a déjà des infos transferts comme quoi Keylor Navas intéresserait déjà d'autres clubs, etc. Enfin bon, après, c'est le jeu des médias, etc. qui font déjà partir Keylor Navas parce qu'évidemment, je ne pense pas qu'il supporterait d'avoir un numéro 1 bis un peu dans les pattes. Par rapport à tout ça, par exemple, je pense que tu as vu le match de l'Italie hier. Donnarumma a fait, il n'y a pas eu 50 000 occasions à gérer, mais il a sorti celle qu'il fallait. Il fait un bon Euro pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses là de l'officialisation qui arrive bientôt? On en a déjà parlé, mais sur le fait aussi de est-ce qu'il pourrait être prêté, est-ce qu'il resterait en concurrence avec Keylor Navas, les rumeurs autour de Navas, etc. Moi honnêtement, je le vois pas être prêté parce que il y a un gros salaire, parce qu'il arrive et qu'il va être prêté à qui? Quand même, les postes de gardien dans les gros clubs, ils sont pris et il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Donc voilà. Et puis après c'est quoi? Tu prends un mec 1 an et puis finalement après, il faut que tu retrouves un gardien, etc. Donc les prêts, c'est les clubs qui sont en difficulté. Dans les clubs qui sont en difficulté. Donc déjà, ça, c'est compliqué. La concurrence, c'est clair que c'est un problème pour les gardiens. On en avait parlé et je rappelle aussi que vous pouvez reprendre donc déjà tout ce qu'on avait dit la dernière fois, mais aussi l'histoire de comment Keylor Navas vient au PSG. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas finalement que Courtois soit numéro 1 et même d'être en concurrence. En gros, il faut faire un choix parce que rappelez-vous bien que Zidane est totalement contre son départ. Donc, s'il n'accepte pas au Real, qu'il ne va pas l'accepter au PSG, avec un gamin entre guillemets de 22 ans qui n'a aucune référence en Ligue des Champions, etc. Donc voilà, et puis Keylor Navas, c'est quelqu'un d'important dans le groupe. Et puis la dernière chose, c'est que c'est ce qu'on voit depuis le début. Je continue de dire qu'aujourd'hui, j'en ai parlé dans le papier qu'on a fait pour Paris United. Il y a un très bon gardien qui est Donnarumma sur sa ligne. Est-ce qu'il correspond au jeu du PSG, au jeu qui va être mis en place? On a vu hier son jeu au pied. Si on a des doutes sur le jeu au pied de Keylor Navas, là c'est encore un niveau en dessous. Pour l'instant, après, encore une fois, il a 22 ans et tout, il n'y a pas de problème, la progression et tout. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il correspond au profil du gardien moderne, dans le sens jeu au pied, position haute, on le voit souvent, il est souvent dans sa surface. Il coupe très peu de trajectoire en dehors de sa surface, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Encore une fois, moi, je dis, il a que 22 ans, il y a beaucoup, beaucoup de marge de progression. Mais là, aujourd'hui, ça peut être un problème pour la saison prochaine de les mettre les deux. Il y a le cas de Rico aussi, qui a été finalement acheté par le PSG, qui s'entend très bien avec Navas. Donc, non, mais le problème, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble la semaine. Ils sont partis en vacances. Il y a eu, sur les réseaux, on avait une photo. Ils sont partis en vacances ensemble avec leurs épouses. Donc, je me dis, voilà, même pour le moral de Keylor Navas, tu lui enlèves son pote, tu lui mets un nouveau, qui est susceptible de prendre ta place. Tout ça, je trouve que, même si, encore une fois, c'est normal que le PSG se mette sur Donnarumma, parce que ça reste une opportunité. Moi, par contre, les conditions, elles sont, pour moi, c'est mauvais d'accepter les commissions de l'agent, la prime à la signature, quel signal t'envoie à ton vestiaire, etc. C'est ça qui me choque et qui me gêne un peu. Écoute, on va voir, j'espère me tromper, mais je sais pas, moi je la sens pas très bien cette affaire. Et il y a le retour, enfin vite fait, il y a le retour d'Areola, il y a le retour d'Innocent, il y a le retour de Boulka. Et l'année prochaine, ils vont faire des entraînements avec 19 gardiens. Ils peuvent mettre 19 buts autour du terrain, il y a des gardiens partout. Et tu as l'impression que Leonardo, il n'est pas encore dans les ventes. C'est-à-dire que tu n'entends rien du côté de départ, en fait. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que ça passe vite, le mercato. Il va falloir qu'il se bouge un peu, parce que on peut pas avoir un groupe avec 40 joueurs sous contrat, quoi. On n'est pas Monaco, ni Manchester City, donc voilà. Nico, toi, ton regard sur tout ça par rapport à la situation qui évolue petit à petit avec Donnarumma qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais on n'entend pas non plus beaucoup de départs avec les possibles aussi interrogations de Keylor Navas.
Est-ce que ta réflexion a évolué par rapport au dernier podcast sur Donnarumma, sur son arrivée? Non, non, je vais redire à peu près la même chose, c'est que le timing, il est mauvais parce que tu as Navas en ce moment et que effectivement tu menaces ton équilibre par rapport à ça. Par contre, la démarche de prévoir l'après Navas qui, je vous rappelle quand même, se blesse de plus en plus et puis bah il n'est pas éternel. Cette démarche-là sur un gardien comme ça, je trouve qu'elle est excellente parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un gardien qui est pas si loin que ça du top 5 mondial. J'en vois pas beaucoup au-dessus de lui. Alors, il y en a, hein. Il n'est pas encore dans cette catégorie-là, mais il n'en est pas très loin. Il a un potentiel d'être très rapidement dans les 2-3 meilleurs gardiens du monde. Et aujourd'hui, tu as l'occasion de le signer sans indemnité de transfert. Alors, tout le reste, pour moi, c'est les commissions d'agents, tout ça, pour moi, ça compte effectivement dans ton fonctionnement de club, Mousse, comme tu le dis, mais pour moi, c'est pas l'aspect qui doit primer aujourd'hui. Moi, je vois que le sportif. J'entends aussi Yacine quand il nous explique que Donnarumma n'est pas le meilleur gardien avec le ballon dans les pieds, mais j'ai envie de te dire que moi aujourd'hui, un gardien, j'attends lui surtout qu'il arrête des frappes, quoi. Voilà, pour moi, c'est le critère numéro 1. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le gardien moderne, on nous bassine avec ça, il faut qu'il soit capable de bien jouer. Voilà. Moi, j'attends surtout d'un gardien qui soit un peu comme Navas. Hein. Navas, je ne lui demande pas d'être à 35 mètres de sa cage et de faire des relances sans arrêt, quoi. Non, je lui demande d'arrêter les tirs, moi. Donc je trouve que c'est un bon gardien de ce côté-là qui va progresser. Après, il va falloir bien gérer s'il reste effectivement parce que le prêt serait la meilleure solution, c'est évident pour la première saison. Et si c'est pas possible, il va falloir clarifier ça. Mais maintenant, on parle un peu dans le vent parce que ça se trouve, ça a déjà été acté qu'il serait numéro 2 cette saison avec ensuite une concurrence plus saine l'année prochaine. Peut-être que ça fait partie des discussions. On n'en sait rien, même si je vois Mousse avec sa petite tête qui visiblement n'est pas de mon avis, mais on ne sait pas. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Si tu restes un an sans jouer, ouais, pas sans jouer, parce qu'il y aura peut-être un petit peu aussi de possibilités, mais tu lui as peut-être annoncé ça aussi. T'en sais rien, on n'en sait rien tous. Peut-être, ouais, peut-être. Et puis de manière après aussi très terre à terre, avoir en un Navas et en deux Donnarumma. Je pense que c'est mieux que d'avoir Navas et Rico, parce que Rico, il est peut-être sympa, il part peut-être en vacances avec Navas et il est gentil. Mais excusez-moi, mais là pour le coup, lui, non seulement il n'est pas moderne, mais en plus il n'est pas très bon. Donc je ne vois pas aujourd'hui sportivement sportivement tu gagnes hein, quand même. Alors les fans du résultat te diront que tu t'es qualifié avec Rico pour la finale avec des champions. Donc merci de s'il te plaît. C'est gentil. Je vais fermer ma page Twitter. Juste pour finir. Je répète une chose, parce que j'aurais un peu marre de me faire insulter pour rien. C'est pas mon avis sur les gardiens, c'est ce qu'on m'a rapporté de ce que pensent les gardiens sur Donnarumma. Voilà, comme ça c'est clair. Moi j'assume tout, mais quand c'est pas. Gardien, c'est pas ma spécialité. Donc, je me suis renseigné, voilà ce qu'on m'a dit. Yacine, alors juste un petit mot aussi, parce qu'il y a pas mal de monde, et j'ai vu qu'ils ont aussi demandé à Nico, qui m'ont aussi posé la question. Tu as désactivé ton compte Twitter depuis quelques jours. Est-ce que tu peux dire au moins aux gens qui nous suivent, parce qu'ils te suivent évidemment sur Twitter, pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, il y a trop de bêtises après le match de la France, et notamment des insultes. Quand je vois des gamins de 22 piges m'écrire « ferme ta gueule ». Je sais la réaction que tu as là. Je sais pas comment ça me donne chaud. Donc, j'ai dit on va couper 2-3 jours. On va reprendre tranquillement. Et après, je saurai sur quoi tweeter. Voilà. Je tweeterai tranquillement. Il y a des sujets, je les aborderai plus. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Notamment de me faire insulter par des petits bouffons, quoi. Voilà, non, mais en tout cas, je voulais quand même préciser. Au moins, vous savez pourquoi Yacine n'est plus sur Twitter pour le moment, mais évidemment qu'il reviendra, bien sûr, avec. Juste les gens qui me suivent savent que moi, je débat. Mais par contre, quand tu insultes, après, là, c'est pas possible. Ouais, sinon, tu sais, il y a la fonction bloquée qui marche pas mal aussi, Yacine, hein, si t'en as marre. Moi, je sais, Fred Armel. Donne-leur rendez-vous pour un petit café. Voilà. Non, mais j'ai peur de le prendre tout seul à force. Parce que, on les connaît. Sinon, un autre dossier sur lequel le Paris Saint-Germain et ça négocie depuis plusieurs semaines, Mousse, c'est Achraf Hakimi, le latéral de l'Inter. Alors, ça négocie toujours aussi dur. Hein. On parle d'un montant de transfert, une première proposition du Paris Saint-Germain à 60 millions d'euros refusée. Ils auraient même voulu intégrer dans le transfert Leandro Paredes. On sait qu'il y a Chelsea maintenant qui est en concurrence sur le dossier. Alors, eux, ils ont carrément proposé 60 millions d'euros plus deux joueurs Christensen et Emerson, latéral gauche. Proposition refusée parce qu'ils voudraient que du cash. Paris devrait revenir avec une plus grosse offre de 70 millions d'euros.
Mousse, comment avance le dossier? Là, franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas de billes sur Hakimi. Le seul truc qui me fait rire, c'est que ça fait un mois que je lis la même chose, que Paris a offert 60, que l'Inter en veut 80 et que l'affaire va bientôt se conclure. C'est tous les jours, tu as le même tweet des mêmes journalistes. J'ai l'impression qu'en fait, personne t'as pas grand monde qui est au courant. Oui, le PSG a l'air d'être vraiment dessus. C'est un excellent joueur et c'est un joueur dont on peut avoir besoin. Maintenant, on est encore qu'au mois de juin, c'est le tout début. Alors peut-être que dans l'idée de Leonardo, il veut boucler ça assez rapidement, c'est-à-dire acheter des joueurs importants très rapidement, ce qu'il avait fait d'ailleurs en 2019 à son retour, contrairement à l'année dernière où il avait tardé, il avait tout fait plutôt entre mi-août et fin août. Non, je sais pas. Après, moi je trouve que l'Inter est un peu gourmand. Certes, il avait acheté 40 millions. C'est un jeune joueur. Je pense pas que ça ira jusqu'à 80. Si ça va jusqu'à 80, ça sera que des bonus et peut-être des bonus difficilement atteignables. Mais écoute, je sais pas. Moi, j'ai pas trop d'infos. Et après, est-ce qu'ils sont sur d'autres latéraux en plan B? On m'avait parlé à un moment de Bellerin d'Arsenal qui avait déjà été sondé l'année dernière, mais il semblerait qu'il soit sur le départ, mais pour un club de Liga, je sais plus lequel. Et Serge Aurier, moi j'y ai jamais cru et je n'y crois toujours pas. Donc il semblerait que pour l'instant, le seul plan c'est Hakimi. Peut-être il y a un plan B dans l'esprit de Leonardo, un joueur moins connu. Mais non, pour l'instant, moi j'essaie d'avoir des infos, mais c'est pas évident. Donc pour l'instant, c'est du stand-by et on attend de voir. Et un petit mot quand même. Alors Yacine, tu rigoles, dis-moi. Ouais, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que Pochettino, Paredes et Draxler, ils risquent pas d'être inclus dans tous les deals qui vont se passer en ce moment. C'est pour ça je rigolais, parce que tu as dit, parle de Paredes, mais là, rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était pareil. À chaque fois qu'il y avait un transfert, il y avait Paredes qui était inclus dedans pour faire baisser les prix, Draxler qui était inclus dedans. Donc, parce qu'il a une valeur marchande quand même et que c'est un joueur qui coûte un peu. Voilà, c'est oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Oui, Paredes, au retour de Leonardo, Leonardo avait tenté de l'inclure dans de l'argent plus Paredes pour Milinkovic-Savic de la Lazio. Donc, tu vois, et c'est vrai que Leonardo, depuis son retour, il cherche pas à se débarrasser, mais tu as l'impression qu'il veut l'évacuer. Mais Paredes, c'est bien au PSG. Hein. Je pense qu'il a pas trop envie de bouger. Moi, j'y crois pas trop à un départ de Paredes. Moi, je me pose toujours la question, Nico, comment les joueurs réagissent quand on parle d'eux, ils voient leur nom affiché, oh bah il va être inclus dans un transfert en plus avec un joueur, et là tu vois ton nom, tu dis ok d'accord, donc cher Cassa, j'ai même pas de valeur marchande, je suis juste bon un mec à faire baisser le prix d'un autre. Moi je me demande toujours la réaction des joueurs quand ils voient ça quoi. T'es qu'une monnaie d'échange, Ah, tu veux que je réponde? Oh non, je te pose la question. Non, mais vas-y sur. Je sais pas. Après, tu sais, les joueurs, déjà, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui regardent vraiment la presse et ce genre de choses. Ils regardent, mais la plupart des médias qui relaient ce genre de choses-là, je peux t'affirmer que Paredes, il est pas sur leur site internet. Hein, mais après. Non, c'est souvent l'entourage, Nico, c'est l'entourage du joueur, c'est vrai. Alors, ils sont pas naïfs aussi, les joueurs. Je pense qu'ils savent comment ça marche et que, à mon avis, je sais pas s'ils y prêtent vraiment attention. Je sais pas. Ça serait intéressant. Tiens, c'est une bonne idée de papier, ça. Mais pour l'ego d'un joueur, c'est compliqué de faire partie d'un deal en se disant moi, je ne suis qu'une simple monnaie d'échange, tu vois. C'est compliqué. Alors Nico, petite question peut-être que tu pourras plus me répondre, c'est sur Sergio Ramos qui est le communiqué du Real Madrid hier, qui a annoncé officiellement que Sergio Ramos quittait le club. Une légende du Real qui part pour le Paris Saint-Germain, Nico. On en a déjà parlé un peu. Je sais que toi tu es plutôt d'accord en plus. Là au moins c'est officiel. Voilà, Ramos quitte le Real Madrid et donc est libre. Ouais, et a priori les 2 clubs de Manchester et le PSG sont les seuls à pouvoir l'accueillir, donc il va aller à Manchester, voilà, mais je sais pas encore je sais pas encore où. Non ouais, moi je serais pour. Je vous l'ai déjà dit parce que je pense qu'il a 35 ans, c'est ça Ramos? Je pense que 36 il me semble. D'accord. Alors évidemment, il faut avoir la garantie que physiquement il est capable de retrouver un niveau décent et d'enchaîner des matchs. Évidemment que ça c'est la condition obligatoire. Maintenant, un Ramos de 35 ans en bon état physique, moi je prends 1000 fois parce qu'il va apporter un caractère
Et le PSG, de ce point de vue-là, on est une équipe de mollusques, il ne faut pas se mentir. C'est une équipe qui a zéro caractère. Il manque ce genre de joueur et un Ramos sur le terrain et dans le vestiaire, il va forcément t'apporter un plus. Après, le bémol que je vais te donner, c'est que tu as déjà axe gauche, tu as déjà Diallo, tu as déjà Kimpembe, tu as déjà tes deux, ça veut dire qu'il faut vendre Diallo. C'est dommage que Ramos joue pas axe droit parce que ça réglerait là pour le coup pour moi ce serait encore une meilleure prise quoi. Mais ouais, moi je prends 1000 fois Sergio Ramos bien sûr. Mais tu penses qu'il accepterait de venir sans garantie d'être titulaire? Ah mais s'il vient, il est titulaire tout de suite. Sergio Ramos s'il vient. Donc c'est quoi, tu joues dans une défense à 3 ou tu mets Kimpembe sur le banc? Comment tu fais alors? Mais Mousse, t'étais pas emmerdé quand il y avait Thiago Silva au PSG. On est capable de jouer à 3 défenseurs centraux dans une rotation. Enfin, c'est ce qui a manqué cette année. Il faisait jouer Marquinhos. Non, c'est différent parce qu'il faisait jouer Marquinhos devant. Enfin là, je parle de Tuchel. Hein. Non, mais sur la fin. Au milieu, ça. Sur la fin, mais avant, on a toujours eu 3 défenseurs centraux dans une rotation pour 2 places et de 3 niveaux. C'est quand même aujourd'hui. Enfin, on va pas nier que le PSG aujourd'hui a un problème dans son équilibre d'effectifs sur la défense centrale. T'as 2 très bons défenseurs centraux et derrière c'est le néant total. T'as un fantôme allemand. T'as Diallo qui se pète un match sur 2. Il t'en manque un 3e de défenseur central de haut niveau. Et pas forcément Moi, je pense pas qu'il faille une doublure. Il faut un 3e mec capable de jouer tous les matchs s'il y a besoin. Pour moi, Sergio Ramos, c'est ce mec-là sans aucune hésitation. Il remplacerait juste Thiago Silva dans l'effectif, en fait, par rapport à il y a un an. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. On verra comment ça va évoluer dans les prochains jours. On parlait d'ailleurs qu'il revienne dans son ancien club de Séville. Mais apparemment, d'après les infos aussi du Fabrizio Romano, qui est toujours très bien renseigné, ça ne sera pas Séville pour le prochain club de Sergio Ramos. Donc on verra la bataille. Il y avait aussi un peu, on parlait de la MLS pour Sergio Ramos, mais bon, on verra bien. Non, mais en termes de salaire, que ce soit Séville ou la MLS, il y trouvera pas son compte. Donc du coup, avec le Real déjà, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le contrat et le salaire, donc ça m'étonnerait qu'il aille. Après, si une aventure un peu exotique. La MLS, pourquoi pas? Non, mais tu vois, un Manchester United, même un City ou PSG, ouais, je pense que c'est plausible, ouais. Parce que en termes, là, il avait 12 millions au Real. Je pense qu'il peut en prendre 10 facile parce qu'il arrive gratuit, donc ouais, c'est jouable. Mais pas, par contre, Séville, non, Séville, ça va être. Il faudrait qu'il accepte de diviser son salaire par 3, voire 2 ou 3. Je pense que même là, je pense que c'est compliqué pour Séville. Bon, passons à la dernière partie. Juste sur le mercato, 2 secondes. Vas-y, le problème de l'euro, parce qu'on a fait plusieurs papiers sur le mercato, défenseur, milieu, etc. Le problème de l'euro, c'est qu'il y a des joueurs qui prennent de la valeur. Et tu vois, on parlait d'Hakimi. Si quelque part ça se fait pas, on en a parlé dans le papier. Un joueur comme Dumfries, c'est intéressant. Latéral droit. On avait parlé la dernière fois sur les latéraux droits qui pourraient. Voilà. Le problème, c'est que. Bah ouais, le problème, c'est que si tu. Là, c'est un joueur qui devait coûter à peu près autour de 20 millions. Avec le premier match de l'Euro qu'il fait, s'il continue sur cette lancée, c'est un joueur qui va te coûter 40. Donc, Paris veut Hakimi, et je compare pas Hakimi à Dumfries. Mais à un moment donné, tu peux pas non plus tout le temps insister, même si c'est le début du mercato. C'est pour ça qu'il fallait voir aussi en amont, parce que voilà, il y a des joueurs, tu vois, à gauche, Paris est en train de voir aussi des choses. Il y a Wijnaldum qui est aussi néerlandais, qui est un bon joueur, qui joue à Alkmaar, qui va pas te coûter 40 millions. Donc voilà, le problème. Et Spinazzola à gauche là, de l'Italie, là, c'est pas mal ça aussi. Hein. Di Lorenzo, tu parles? Non, Spinazzola. Spinazzola. Ouais, oui, c'est à droite, Di Lorenzo. Il joue à l'AS Roma. Ouais. Franchement, c'est pas mal. À mon avis, qui va prendre de la valeur avec l'Euro. Ça fait partie toujours de ces joueurs qui vont avoir leur montre. Exactement. Bah oui. Et puis, t'as Locatelli qui te fait des appels du pied, mais là, hier soir, il a déjà pris 18 millions de plus. 2 buts dans le prochain match et on est passé à 70. Je voyais un tweet, Yacine hier, il disait les clubs qui hésitaient à prendre Locatelli au début de l'Euro, ils vont s'en mordre les doigts parce que maintenant c'est 30 millions de plus. Mais bien sûr. Donc voilà, c'est compliqué quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on verra ça, on suivra l'évolution de l'Italie, évidemment, avec Marco Verratti. Bon, pour l'instant, qui n'a pas joué les 2 premiers matchs avec l'Italie, mais qui pourrait jouer pour le 3e match. Bon, à voir comment il pourra intégrer ce milieu à 3 qui est très performant entre Jorginho, Barella et Locatelli, donc qui fait forte impression pour le moment. Passons à la dernière partie de notre podcast avec, comme je vous le disais en intro, le bilan sur les attaquants du Paris Saint-Germain cette saison. On a fait les défenseurs, on a fait les milieux. Dernière partie donc de cette thématique. On va commencer avec, comme on a fait la semaine dernière pour les milieux, on va faire top et flop. On va commencer avec les tops.
Yacine, je vais me tourner vers toi, je vais revenir vers toi. Alors, qui d'autre, évidemment compliqué dans les attaquants parisiens, qui d'autre que Kylian Mbappé dans le top du top cette saison. Je rappelle toujours sa petite fiche, évidemment, sur sa saison. 31 matchs en Ligue 1 pour 27 buts et 7 passes décisives. Kylian Mbappé qui a d'ailleurs fini meilleur buteur du championnat. En Ligue des Champions, 10 matchs pour 8 buts et 3 passes décisives. Voilà, l'attaquant de 22 ans qui a réalisé une, on va dire, très bonne saison à partir de janvier 2021, où là, il était vraiment ultra décisif et très important pour son équipe, Yacine. Ouais, un peu à l'image de ce qu'on avait dit sur Gay. C'est la deuxième partie de saison qui fait la différence, que la saison a été compliquée. La première partie, il a eu, on peut rappeler rapidement, mais cette fameuse blessure à la cheville qui l'oblige à jouer un peu diminuer le Final 8, tu reprends direct, il y a le Covid, l'enchaînement des matchs, les matchs internationaux avec 3 matchs en 4 jours. Voilà, à un moment donné, c'est pas possible. Et la preuve, c'est que si je me souviens bien, en décembre, il rate pratiquement un match sur 2. On a des doutes sur il est blessé, il n'est pas blessé. Il rate Lyon, il joue Strasbourg. Enfin bref, hyper compliqué. Il y a la trêve et effectivement, il revient. Alors pas tout de suite bien, mais déjà il marque. Et puis après, il y a ce que j'ai dit. Alors il y a la Ligue des Champions avec le fameux match à Barcelone. Et puis il y a ce que moi j'ai appelé le fameux déclic de Nantes où il a changé complètement de comportement après ce match-là avec son erreur qui coûte le but, où il est devenu plus efficace, plus tueur, comme s'il voulait rattraper quelque chose. Voilà, et puis malheureusement il n'a pas pu être à 100% au match aller contre City et pas du tout là en match retour. Et on a vu la différence. Donc oui, c'est une très bonne demi-saison, mais globalement, c'est le meilleur attaquant sur ta saison. Alors, quelle note, Yacine, tu lui donnes sur l'année? Alors, comme on a fait pour les milieux la semaine dernière, combien sur 10 là? Ouais, je vais lui mettre 7,5 parce que malgré tout, en Ligue des Champions, il y a des gros matchs et ça compte. Et que surtout, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai critiqué, c'est-à-dire que l'état d'esprit et la façon dont il l'a modifié. Voilà, donc ça veut dire qu'il en est conscient, ça veut dire qu'il en est capable. Donc, 7,5. Un 7,5 donc pour le professeur Ahmed pour la performance de Kylian Mbappé cette saison. Alors, Mousse et Nico, vous avez choisi le même joueur pour vos tops. On va essayer. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Oui, parce que bon, voilà, quand je leur demande sur vos WhatsApp, donnez-moi vos tops et flops, souvent, voilà, il y a les mêmes joueurs qui reviennent, etc. en même temps. Donc, je dis, essayez d'avoir un autre joueur au cas où pour qu'on parle un peu d'autres joueurs dans le podcast. Alors, vous avez essayé de vous partager la parole. Mousse et Nico en bonne intelligence. Mousse, allez, je me tourne vers toi parce que tu as fait une concession sur Mbappé. Déjà, tu l'as pas pris pour les tops. Tu as choisi Moise Kean, l'attaquant prêté par Everton cette saison, l'attaquant de 21 ans, qui n'a pas été retenu d'ailleurs avec la sélection italienne pour l'Euro. En Ligue 1, Moise Kean, c'est 26 matchs et 13 buts. Et en Ligue des Champions, 9 matchs, 3 buts et une passe décisive. Pourquoi ce choix, Mousse? Déjà parce que t'as pas accepté de me donner un peu plus d'argent pour que je choisisse Draxler. Voilà, c'est de ta faute. Donc je me suis rabattu sur Kean parce que tu as essayé de me soudoyer. Tu voulais que je mette Draxler en avant. Non. Non mais Kean parce que. Ouais, j'ai rien dit. Non mais Kean parce que c'est une vraie belle surprise parce que à son arrivée on avait des doutes. On connaissait les qualités du joueur, mais on avait des doutes parce qu'il avait peu joué à Everton. Il avait aussi une réputation un peu sulfureuse. On se demandait comment il allait appréhender sa nouvelle vie à Paris. Dieu merci, j'allais dire, c'était la pandémie. Non, mais je veux dire, tout était fermé. Donc, on n'a pas entendu de frasques extra sportives de sa part. Mais sinon, sur le terrain, franchement, en fait, tu étais forcé de faire le parallèle avec Icardi, surtout dans le travail que faisait Kean, que ce soit sur les replis, sur le contre-pressing, etc. Et on a été agréablement surpris parce que c'est un joueur qui, avant d'être positif au coronavirus, physiquement sur le terrain, voilà, il était plutôt bien et devant, il était même compliqué à marquer parce que c'est un joueur qui est puissant. Dans la surface, il se retourne assez rapidement, etc. Donc, non, franchement, et puis là, tu viens de donner ses stats. Pour le nombre de matchs qu'il a joué et le nombre de buts marqués, c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui découvre un nouveau championnat, une nouvelle équipe. Il avait l'air d'être très heureux sur le terrain. On l'a jamais entendu se plaindre lorsqu'il ne jouait pas, parce que vers la fin, Pochettino avait quand même à peu près son équipe type. Et aussi vers la fin, c'était un peu compliqué pour lui après la période post-corona,
où il a eu du mal à revenir, et preuve en est, il a même pas été retenu par Mancini pour l'Euro. Mais écoute, non, c'est un peu comme pour Danilo la semaine dernière, tu vois, c'est un petit encouragement, parce que de toute façon, à part Mbappé qu'on aurait tous choisi, pour le reste, et là on en reparlera pendant les flops, honnêtement, il y a pas grand-chose. Donc écoute, agréablement surpris par Keane, et j'espère qu'il sera là à la reprise. La note, Mousse? La note, 6, 6 sur 10. Allez. 110. On va voir si Nico, de son côté, donne aussi cette note. Nico, toi aussi, tu as choisi Moise Kean. Pourquoi? Alors, pourquoi déjà? C'est parce que tous les gens qui signalent sur le podcast et dans les commentaires que Yacine est toujours présent et qu'il n'a pas de vie, sachez que ça se passe exactement de la même manière sur WhatsApp. Donc Hugo envoie un message à 14h pour choisir le top. À 14h02, Yacine a déjà répondu Mbappé. Donc nous, on n'a même pas commencé à lire le message qu'on est déjà bloqué. Donc après, j'ai pris les effectifs et effectivement, il restait pas grand-chose en top. Donc j'ai pris Kean, voilà, pour être un peu. Puis même là, en plus, je me suis même fait avoir par Mousse qui a répondu avant moi aussi, vous voyez. Donc, mais par contre, j'ai pas voulu choisir sur un troisième. Après, sur Kean. En premier sur les flops, mais de toute façon, vous n'avez pas choisi le même donc, sur les flops. Donc ça va. Après, sur Kean, Mousse a bien résumé. C'est surtout, outre en plus ce côté, les stats qui sont très bonnes. Moi, je mets surtout en avant la bonne surprise, parce que voilà, je suis d'accord, j'ai été très agréablement surpris par sa performance. Il était en échec à Everton et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et à l'arrivée, ça a été vraiment une très bonne pioche. Donc, je vais pas en rajouter plus que Mousse. Juste dire que c'est effectivement dommage qu'il ait eu ce Covid violent par rapport à d'autres, parce qu'il a manqué sur cette fin de saison, justement, et il a vraiment eu beaucoup de mal à récupérer. D'ailleurs, il n'a pas récupéré du tout, d'ailleurs, jusqu'au bout. Et c'est dommage parce que ça donne des petits regrets, ça, plus la blessure de Mbappé. Tu te dis qu'avec des joueurs un petit peu mieux physiquement, il aurait pu y avoir un dénouement un peu plus heureux, mais voilà, belle saison, je trouve, de Kean. Et puis moi, du coup, vu que c'est un top, je vais pas mettre 6 comme Mousse qui est ultra sévère, je vais lui mettre un 7 du coup. Oh, c'est bien. Un très bon set du professeur Puravo. 6, c'est pas sévère, c'est parce que c'est en fonction du nombre de matchs joués, c'est pour ça, mais non, c'est au-dessus de la moyenne. Moise Kean, quand même un deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts. Nico, je reste avec toi, comme ça je te laisse la main sur les flops maintenant. Alors tu as choisi un Brésilien, bon voilà, il n'a pas 50 dans les attaquants à Paris, hein. C'est Neymar, le Brésilien de 29 ans, en Ligue 1, seulement 18 matchs pour 9 buts et 6 passes décisives. Bon, ça ne l'a pas empêché d'être dans l'équipe type de la Ligue 1 cette saison avec 18 matchs. Et en Ligue des Champions, 9 matchs pour 6 buts et 3 passes décisives. Nico, la même question. Pourquoi ce choix de Neymar pour les flops? Alors, premier choix déjà, je me suis mis toute la communauté des Pro Verratti à dos ce matin. Donc je me suis dit ce serait dommage de s'arrêter là. Donc autant aussi se faire celle de Neymar. Donc ça voilà, c'est fait. Messieurs, je vous attends cet après-midi. Tu vas pas mettre longtemps à désactiver ton compte. Non, je les connais bien en plus. Donc ils vont me retrouver facilement, je pense. Je le mets en flop parce que moi j'entends souvent dire ouais, mais avec Neymar, vous avez joué une finale et une demi-finale de Ligue des Champions. Ok, ça je veux bien l'entendre. Mais le foot, c'est pas que le prisme du résultat. Et même s'il y en a qui veulent pas l'entendre, moi quand je vois les performances de Neymar par rapport à ce que j'attends de lui, de ce qu'il pourrait apporter à cette équipe, je trouve qu'on a encore eu cette saison. Alors, je ne veux même pas parler des 25 matchs d'absence sur blessure ou suspension. C'est évidemment beaucoup trop pour que ce soit une bonne saison de sa part. Mais même quand il est là, moi je vois trop souvent, encore une fois, un Neymar qui n'en fait un peu qu'à sa tête, qui ne tire pas l'équipe vers le haut avec lui, mais qui a tendance justement à s'isoler du collectif. Les plus beaux matchs cette saison, collectivement parlant, je pense que ça a été des matchs où Neymar n'était pas là. Donc pour moi, c'est un vrai problème. Alors c'est un joueur génial, c'est un très très bon dribbleur, c'est un mec qui est capable de faire des choses que peu sont capables de faire sur un terrain. Maintenant, moi je suis pas un fan absolu de Neymar, je l'ai jamais été. Et aujourd'hui, je reste dans l'attente de voir ce joueur se bonifier le collectif et non pas porter l'équipe tout seul. Voilà pourquoi aujourd'hui je le mets dans mes flops. Et aujourd'hui, je vois pas comment on peut trouver des arguments autres que ce fameux on a joué une finale et une demi-finale pour trouver que Neymar apporte un vrai plus à ce PSG. J'entends encore une fois dans le vrai plus une progression dans le jeu, dans l'attitude sur le terrain, dans la force collective. Et je trouve que le match à Munich notamment a donné cette image-là. C'est quoi là, Neymar sur une ou deux actions individuelles, il est capable de faire des choses géniales, comme cette passe qu'il fait à Marquinhos.
mais que quand tu vois la force collective d'une équipe comme le Bayern, c'est bluffant. Il n'y a pas de Neymar dans une équipe comme le Bayern. Et alors après, bah, tu as encore une fois cet équilibre. Les mecs vont dire, bah ouais, mais le Bayern, ils se sont pas qualifiés dans ce match. Oui, mais voilà. Mais je maintiens que le résultat ne peut pas être que le seul argument pour dire que Neymar est précieux pour le PSG. Et donc voilà, c'est un flop à qui je mets la bonne note de 4 sur 10. Voilà. Professeur Puravo, j'allais lui demander la note et il a bien retenu la leçon. Et donc, un 4 sur 10 donc pour Neymar. Alors, par contre, les amis, j'ai 40 minutes de trajet pour aller à mon foot. Il est 10h20. J'ai match à 11h. Alors, je sais qu'on a pris un peu de temps sur les joueurs en sélection, même sur le mercato, mais à juste titre. Est-ce que je vous laisse terminer pour bien développer sur vos flops, Yacine et Mousse, parce que sinon, je vais être en retard. Je pense que je vais me faire gronder. Est-ce que Mousse, je te passe le relais ou Oui, vas-y, Hugo. Mets tes crampons, tes En plus, protestias. il est remplaçant, Hugo. Il est même pas titulaire. Je suis pas Sarabia, moi, les gars. Alors pour ça, je vous donne la fiche technique quand même, comme pour les stats, pour vous donner vos flops. Alors, Mousse, toi, tu as choisi Pablo Sarabia en plus. C'est vrai, c'est pour ça que ça fait la transition. L'Espagnol de 29 ans, donc, qui en Ligue 1 a disputé 27 matchs pour 6 buts et 4 passes décisives. Et en Ligue des Champions, seulement 4 petits matchs pour aucun but ni passe décisive. Voilà pour le ratio de Pablo Sarabia. Et je donne aussi les chiffres pour le flop de Yacine. Mauro Icardi, l'attaquant argentin de 28 ans. En Ligue 1, c'est 20 matchs, seulement 20 matchs pour 7 buts et 4 passes décisives. Et en Ligue des Champions, seulement 3 matchs pour aucun but marqué et une passe décisive. C'est vrai que quand on remet aussi les stats en place et comme ça, c'est vrai que on comprend aussi pourquoi le choix de Yacine sur Mauro Icardi. Je vous laisse terminer le podcast. Mousse, bon match, Hugo. Merci, parce que là, je vais dans le 13e au 5 Paris 13 pour ceux qui connaissent. Et donc, du 15e, il faut prendre tout le tram, il faut se taper toute la ligne. Donc, c'est un peu long. Vous voulez aller voir jouer Hugo, c'est Paris 13. Voilà, le 5 Paris 13, vous inquiétez pas, je vous ferai un petit débrief sur mon compte Instagram. Non, je rigole. Bon, allez, bonne journée, les gars. Terminez à la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut, les gars. Ciao. Salut. Le podcast. Du coup, Yacine, vas-y pour ton flop. Donc, du coup, Mauro Icardi, puis je finirai avec Sarabia. Ouais, Mauro Icardi, parce qu'on attendait autre chose. Mais je pense que au-delà du jeu, bon, il y a un vrai bon match de lui à Barcelone. Voilà, il a été bon. Malgré tout, on l'a souvent senti. Alors déjà, la première partie de saison, il n'a pratiquement pas joué parce qu'il était souvent blessé et on n'a pas forcément senti une envie folle de revenir vite ou de revenir tout court d'ailleurs. Il a passé plus de temps à faire des barbecues qu'à s'entraîner apparemment, parce qu'en tout cas on voyait beaucoup de barbecues et il n'avait pas l'air super fit. Disons qu'il a une épouse qui tient à ce qu'il mange bien. Voilà. Donc il n'était pas super fit quand il est revenu. D'ailleurs il s'est reblessé vite. En fait c'est un flop en tant que tel, parce qu'on attend plus d'un joueur acheté aussi cher et aussi avec ce qu'il nous avait montré le début de première saison, la première partie de saison. Mais je pense que c'est un flop dans le sens où, ce que je répète souvent, il faut que les joueurs aussi correspondent à une vision des choses de l'entraîneur. C'est ce que j'allais te dire, Yacine. Est-ce que le problème, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est quand même c'est aussi un joueur de surface, et que nous on avait des latéraux ou même les attaquants de côté qui le servaient très peu. Il y a peu de centre dans notre jeu. Est-ce que les torts sont pas partagés pour le cas Icardi? En fait, il a des circonstances atténuantes qui sont ça. En plus, au fur et à mesure de la saison, le PSG est devenu de plus en plus une équipe qui joue plus bas et qui est une équipe de transition. Donc ça correspondait encore moins qu'avant. La preuve, c'est, encore une fois, on n'invente rien. Si vous regardez la meilleure période d'Icardi, c'est dans le fameux 4-4-2, où Paris joue très haut, et où Paris a beaucoup d'attaquants, met du monde dans la surface, met des centres, etc. Donc, voilà. Après, nous, on est obligé de juger la prestation d'un joueur. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne dans l'attitude, etc. Mais, oui, il y a cette idée que Paris s'est trompé sur le profil. C'est un joueur de surface, c'est un joueur formé à Barcelone. Donc pour finir les actions, qui participent moins au jeu que ce qu'on demande aux attaquants aujourd'hui. Donc c'est compliqué pour lui, malgré tout il fait pas une bonne saison, et je pense que les rumeurs qui viennent souvent d'Italie, qui disent qu'il veut revenir, que sa femme veut repartir, etc. Tout ça c'est pas anodin. Après il a un très gros salaire, donc ça va être un autre problème. Voilà, donc si on met une note, je lui mettrais 4. Et voir qu'est-ce que Paris compte faire de lui, parce que je pense qu'aujourd'hui il correspond plus à ce que le PSG veut mettre en place sur le terrain.
Tu veux dire un mot, Nico, sur Icardi? Ouais, parce que paradoxalement, Yas, le meilleur match quasiment d'Icardi cette saison, c'est à Barcelone. C'est là où c'est bizarre, parce que c'est un match où alors pour le coup, plus bloc bas, c'est pas possible, où tu fais que de la transition, et il est très brillant sur ce match. Mais Donc, parce que je pense qu'il se sacrifie. C'est son match sans ballon, surtout. oui, c'est ça. Ouais, mais parce que je pense que c'est le genre de joueur, un peu comme Trezeguet, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se sacrifier une fois ou deux sur des événements, mais pas sur la durée. Parce qu'ils existent qu'à travers le but. Et en fait, on juge leur match qu'à travers ça. Trezeguet, souvent, il l'a dit et répété, on jugeait un peu son efficacité. On disait, ah, il attire le ballon, il marque, il a une occasion, il marque, etc. Et en fait, je pense que tu es capable de faire un effort sur un événement, mais sur 50 matchs dans la saison, je ne suis pas persuadé qu'il l'accepterait. Tu vois, à la manière d'un Giroud, par exemple. De se dire, ok, moi, je travaille pour l'équipe, c'est l'équipe le plus important. Je ne suis pas persuadé que lui soit capable, sur 50 matchs, de se dire, ouais, ok, je vais faire les efforts et je vais faire briller Mbappé et Neymar, quoi. Bah, écoutez, moi, j'ai choisi Sarabia comme flop. Parce que j'ai été pas mal déçu cette saison après après une bonne première saison au PSG. L'ami Sarabia qui lui aussi avait contracté, il me semble, le Covid. Mais même en dehors du fait qu'il ait eu le Covid, t'as senti qu'il était un peu démobilisé, qu'il avait baissé les bras. Or, il y avait quand même de la place pour lui parce que Di Maria n'a pas été très très bien cette saison. Lui aussi, il a eu une période Covid, il a eu les suspensions suite au match face à Marseille, donc il y avait vraiment de la place. Et je trouve dommage que Sarabia n'ait pas su saisir sa chance parce que normalement, ça aurait pu être le remplaçant naturel de Di Maria. Et encore une fois, Di Maria, cette saison, alors il y a eu des bons matchs, il y a eu des matchs où il est passé complètement au travers, mais tu as l'impression que Pochettino pouvait pas le sortir parce qu'il savait que Sarabia, de toute façon, c'était pas mieux, voire pire. Et c'est là que je pense que l'international espagnol a baissé les bras face à la concurrence et il a pas tout donné parce que quand il a eu la chance de démarrer titulaire, on n'a pas vu grand-chose non plus. Alors, on connaît les qualités de Sarabia, hein, c'est un excellent joueur. Il avait des stats phénoménales avant d'arriver au PSG, notamment lors de sa dernière saison à Séville. Et il avait plutôt bien enchaîné sur la première saison au PSG, il avait eu des bonnes stats. Et puis encore une fois, face à la concurrence, on a l'impression que voilà, il a un peu baissé les bras. Là, je pense que cette année, il devrait quitter le club pour un retour en Liga. Et comme tu l'as souvent signalé, Yacine, c'est vrai que c'est plutôt le profil d'un joueur collectif. Et peut-être que dans cette équipe, il a pas su, dans une équipe qui est pleine d'individualité, lui qui est plutôt un joueur collectif et il l'avait démontré à Séville, eh ben, il a eu du mal peut-être dans cette deuxième saison à trouver sa place, même si c'est vrai que la saison était particulière, il n'y a pas eu de préparation et donc ça concerne tous les joueurs et aussi Sarabia. Mais c'est vrai que cette saison, il a été particulièrement décevant. Un petit mot sur Sarabia, Nico Yacine. Nico, je te donne la parole. Bah, ouais, c'est un bon joueur, Sarabia, mais de club intermédiaire. Je crois que la marche était trop haute pour lui déjà par rapport au haut niveau. Je vois pas Sarabia s'imposer dans un top club européen à court terme. Ensuite, effectivement, c'est un joueur qui a besoin d'un collectif fort parce que lui s'épanouit dans ce genre d'équipe et au PSG, il n'est pas du tout adapté à ce rôle en plus de super remplaçant, de rentrer, de faire des différences en fin de match quand les mecs sont un peu. Voilà, c'est pas du tout son profil. Donc, il paye un petit peu ça et puis surtout, il paye aussi quelque part, et c'est paradoxal là encore, sa première saison qui était pour le coup assez intéressante parce qu'il était en vraie réussite. Je pense qu'il était un petit peu en sur-régime pendant sa première saison et qu'on a une idée de lui qui n'est pas vraiment celle qu'il est aujourd'hui. Après, tu vois, regarde, la rentrée qu'il fait avec l'Espagne à l'Euro, elle est plutôt intéressante hein, parce que voilà, c'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts, qui a ce côté effectivement à chercher la passe plus que l'exploit individuel. Mais il est clairement pas adapté à ce PSG-là pour plein de raisons et puis surtout parce que je pense que le niveau est trop élevé pour lui. Donc Nico, on est d'accord, hein, merci pour tout, au revoir, quoi. Oui, mais même pour lui, je lui souhaite de partir ailleurs où il va retrouver un temps de jeu, un rôle un peu plus important. Je pense pas que Sarabia aujourd'hui puisse se contenter d'une saison comme celle-là où il sert pas. Enfin voilà, il est passé derrière beaucoup de monde dans la hiérarchie. Il le sent bien et oui, encore une fois, c'est un joueur qui laissera une trace sportive assez modeste, mais qui humainement, enfin voilà, moi c'est un joueur que je trouve, voilà, c'est un joueur on n'a rien à lui reprocher au niveau du comportement, mais voilà, le PSG c'est trop haut pour lui et oui, il faut qu'il parte, bien sûr. On parle de lui du côté de Villarreal qui serait intéressé le club de Unai Emery et c'est vrai que ça pourrait peut-être lui correspondre.
Yacine? Ouais, bah, écoute, il a été en sur-régime, un peu comme Stéphane Pichot quand il était venu au PSG. Piche. Il était appelé Piche. Non, mais ouais, il a été en sur-régime et c'est vrai que le pire, même si c'est pas le même poste, on va dire globalement dans la hiérarchie, même Draxler lui est repassé devant. C'est-à-dire que Draxler rentrait avant, Draxler était titulaire sur certains matchs. Bon, voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment le profil de joueur espagnol, c'est-à-dire qu'avec un collectif huilé, c'est un joueur intéressant dans ses déplacements. Ce qu'il avait montré le début de saison jusqu'au mois de mars, là, le fameux arrêt à cause du Covid, où il venait bien se situer à l'intérieur, où ça échangeait, voilà. Une fois que le collectif est moins huilé, bah, c'est pas un joueur qui va sortir de là parce qu'il manque de puissance malgré tout. Bon, on voit bien sur tous les duels, dès qu'il veut accélérer, même en éliminant, il se fait reprendre parce qu'il manque de vitesse, il manque de puissance. Voilà, après, bah, c'était. Je pense qu'en fait, c'était un bon joueur de rotation, mais que finalement, son début de carrière au PSG, on va dire, lui a fait plus de mal que de bien parce qu'il s'est peut-être senti comme quelqu'un qui pouvait jouer, et quand il a reculé, ça l'a tué en fait. Alors que si finalement tout le monde. Parce qu'il faut rappeler quand même que par exemple le fameux PSG Real où il y a 3-0, il est là. Il n'y a pas Di Maria, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé. Si finalement il n'y avait pas eu ces premiers matchs-là, il aurait fait partie de la rotation et peut-être que mentalement, il l'aurait mieux accepté. Mais le fait d'avoir brillé entre guillemets pendant 6 mois et d'avoir reculé, bah, ça l'a terminé, plus le Covid, plus tout ça. Voilà, merci. Voilà, il a fait une bonne saison et merci pour tout. Et puis, ouais, comme tu dis, au revoir, quoi. C'était un joueur qui était voulu par Thomas Tuchel dès 2018 lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain et qu'il a finalement récupéré un an après. Donc c'est Mais vrai je que pense sur les que c'est choix de pas Thomas, que Unai Emery le veuille. Tu sais, ça correspond voilà, ouais, bien sûr. au profil que Unai Emery est bien, joueur de collectif, capable de s'adapter à un vrai style. Voilà. Ouais, on a aussi parlé à un moment d'un retour à Séville avec Lopetegui aussi. Mais il semblerait que enfin, je me suis renseigné un peu, on m'a dit que c'était pas trop la priorité pour Séville. Alors, il regarde le dossier parce que voilà, c'est un ancien de la maison et qu'il connaît le club, mais ce serait pas une priorité. Mais c'est juste pour dire aussi que Tuchel, sur les choix des joueurs, il a pas vraiment eu le nez creux, hein. Quand tu vois Kerrer, alors Kerrer, c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes niveaux, parce que Sarabia, ça reste un bon joueur, mais c'est vrai que dans les choix de Thomas Tuchel en termes de mercato, lui qui voulait avoir la main sur tout, bah, c'était pas ouf. Mm. Voilà. Je tenais juste à remercier tous les gens qui m'ont mis un petit commentaire pour mon anniversaire la semaine dernière. Il y a eu, si j'ai pas répondu à tout le monde, je suis désolé, mais merci en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis quant à nous, on va se retrouver bah, la semaine prochaine, hein, en Moi, je espérant qu'il y ait remercie un tous peu les gens de. qui m'insultent pas. Mais oui, mais c'est ce que je te dis toujours, Yacine. Les réseaux sociaux, il faut y aller ça avec parcimonie, tu vois. Si tu y es trop, tu t'exposes trop. Et du coup, voilà, c'est ça. Moi, j'ai supprimé les notifications. Je suis très peu présent sur Twitter parce que c'est un réseau que j'aime pas beaucoup. Pour les mêmes raisons que tu as cité tout à l'heure, que vous avez, puisque tu en as parlé aussi, Nico. Je pense que l'anonymat, elle permet trop de choses. Et peut-être que le jour où l'anonymat sera supprimé et qu'il faudra vraiment mettre son nom et son prénom, je pense que là, peut-être que moi, je serais un peu plus actif. C'est sûr qu'il y en a Aujourd'hui, qui se captent, en tout cas. bah, c'est sûr que lorsqu'il y a ton nom de famille et ton prénom, les insultes, etc., je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Les mecs vont dégonfler un peu parce que derrière un écran, tu vois, tu peux dire ferme ta gueule à quelqu'un, tu peux le menacer de mort, tu peux faire ce que tu veux. Dans la vraie vie, encore une fois, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai beaucoup été insulté, menacé à cause de Paris United, etc. Je sortais dans la rue, j'ai des gens qui me reconnaissaient un petit peu. Moi, j'ai jamais eu de soucis, hein. Et il y a peut-être des mecs qui m'ont insulté, qui m'ont déjà croisé dans la rue. Bah, ils sont pas venus me voir, mais bon, de toute façon, il fallait venir, les mecs, hein. Vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Donc pour les. Ah ouais, moi, j'ai toujours dit, moi, c'était un peu, moi, Yacine, c'était un peu un de mes rêves de tomber sur un mec, qui m'a insulté dans la rue et qu'on fasse connaissance. C'est jamais arrivé, mais j'aurais tellement voulu. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais Yacine, il prend trop à cœur les gens. Je vais te prendre à la maison, C'est Yacine, vrai, dans une semaine. On va tweeter ensemble sur Neymar, Verratti, et puis tu verras comment on le gère. Tu vas voir, mais, tu ne sais pas les prendre. tu n'as pas tort, Nico, parce que ce que fait Nico, tout en humour ou en second degré, et même la manière dont il répond aux gens qui l'insultent, je trouve que ça fait beaucoup plus de mal quand tu prends quand tu prends les insultes, etc. à la légère, et surtout quand tu as une bonne répartie.
c'est plutôt le mec qui t'a insulté qui va être vexé à la finale et qui va finalement c'est lui qui va te bloquer que c'est vrai peut-être que Yacine tu es voilà un peu trop à fleur de peau et tu devrais prendre on a eu cette discussion hier je t'ai dit prendre la hauteur parce que ça reste que des réseaux et que si tu prends les choses trop à cœur eh ben tu vois regarde là t'as voulu faire une petite pause et tout moi je trouve que c'était pas nécessaire parce que voilà tu leur donnes raison en faisant ça en fait. Il faut juste peut-être tweeter moins ou bien prendre de la hauteur. Voilà. Et si les gens sont pas d'accord, il faut l'accepter aussi. Je parle des gens qui sont respectueux, hein, pas ceux qui insultent. Alors, moi, je débat avec eux et j'ai jamais. Bien sûr, bien sûr. C'est plus. Bien sûr, bien sûr. Mais les réseaux, c'est comme ça. Il faut vraiment prendre de la hauteur et ou bien être discret comme moi. Voilà. Moi, je jette un œil de temps en temps, mais je fais pas de débat. Ça, c'est sûr. Vous me verrez jamais dans un débat parce que je sais que c'est impossible de débattre avec ce genre de personnes et qu'au bout de 2 tweets, quand t'es pas d'accord avec eux, ça finit en insultes, en moqueries, etc., etc. Donc c'est pas très constructif. En tout cas, le jour où l'anonymat aura disparu, on verra. Il y en a 2-3 qui m'ont trouvé beau gosse apparemment. Ah bon? Ça attaque le physique et tout, mais bref. Bon allez. Ah ben ça c'est quand t'as vraiment plus d'arguments, c'est comme ça. Ah bah écoute, il faut surtout pointer du doigt les gens qui nous soutiennent. Ouais, c'est clair. Et notamment sur YouTube, il y a toujours presque 200 commentaires par podcast et 95% des commentaires sont plutôt positifs. Il faut remercier et pareil sur Twitter et sur les autres réseaux. Donc on remercie les gens qui nous soutiennent et qui nous suivent toutes les semaines. Et d'ailleurs quand Nico n'était pas là pendant quelques jours, il est pareil. Hein, tu vois, les gens ils disent non, mais nous on veut la Dream Team, on veut l'équipe type, il est où Nicolas, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, place de la République et tout. Mais oui, les gens étaient étonnés, ils ont dit mais attends, qu'est-ce qui se passe du côté de Versailles? C'est quoi l'histoire? Il y a eu une manif devant le château un jour. Ils étaient 2. Bon, Nicolas, juste pour terminer, t'as des nouvelles activités maintenant, t'es revenu un petit peu dans le journalisme. Est-ce que tu peux en parler ou c'est pas encore officiel? Non, je sais pas de quoi tu parles, Mousse. On peut pas en parler là. Ah, bon, alors tu vois avec mon agent. Tu vois avec mon agent, il est en train de préparer sa commission là. Mais elle sera moins importante que celle de Mino. Bah écoute, j'espère que un jour tu reviendras dans le journalisme parce que tu as une belle plume et tu as déjà fait quelques papiers pour Paris United. Donc moi, je serais ravi de te relire. En tout cas, on en parlera au mois de juillet. Ah bah écoute, avec plaisir. Tu en parles quand tu veux. Jusqu'au 30 août. C'est ça. Et ben les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Il y a quelques matchs qui vont arriver, dont le France-Hongrie samedi, et puis on en parlera la semaine prochaine. Oui, Nico? On n'a pas parlé, je viens de m'en rendre compte maintenant, de la rumeur d'un des gros transferts qui se prépare. Je t'écoute, vas-y. Ce serait Bakker vers la Juve, messieurs. Hein? On n'en a pas parlé, ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu veux dire un mot? Tu serais triste du départ de Bakker à la Juve? Ou pour toi, ce serait plutôt une victoire de la reconnaissance de son talent? C'est les deux. Ça va être dur parce qu'on va garder Kurzawa. Donc, je vais souffrir, forcément. Mais ça voudra dire qu'enfin, un grand club avec une grande histoire européenne se penche sur ce joueur à l'avenir, je suis sûr, brillant. Donc, on en reparlera, ça c'est certain. Tu sais ce que je me dis, Nico? Je pense qu'il y a peut-être un retour de Pogba à la Juve derrière ça. ça serait très fort. Ah bah oui, parce qu'il sera libre la saison prochaine. C'est ça, il sera libre la saison prochaine. La carrière de Bakker va se résumer à un transfert pour préparer le terrain pour une star de Raiola derrière. C'est moche, hein. Ce qui s'est passé au PSG, mais apparemment ça a raté. C'est ça. PSG, ça a raté. Donc tu vois, si jamais il part à la Juve, tu peux te dire, ça se trouve, Pogba ira l'année d'après à la Juve libre avec une grosse commission, comme pour Donnarumma au PSG. C'est beau. Affaire à suivre. Merci encore, messieurs, et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Salut.